Au sommaire de ce numéro de Toute une histoire, Je suis restée plus de 20 ans avec une personne qui m'a détruit insidieusement à petit feu. Quand un homme nous dit tous les jours t'es rien sans moi, t'es pas une femme bien, t'es pas jolie, bah forcément, on finit par le croire. Et quand je voyais un vêtement sympa dans une vitrine, j'attirais son attention en disant elle est jolie cette robe-là. Il me répondait systématiquement oui, mais pas sur toi. nos invités ont été aveuglés par leur amour. Vous étiez très amoureuse de cet homme-là? Très amoureux, c'était mon Dieu. Et je pouvais pas vivre sans lui, je pouvais pas imaginer ma vie sans lui. Qu'est-ce qui vous plaisait tant chez cet homme? C'était un homme qui en imposait, il me donnait l'impression d'être quelqu'un de parfait. Du moins, il en avait l'air. Aveuglés jusqu'à s'oublier. C'était que sa personne, que lui. Il fallait lui faire plaisir qu'à lui. Je me suis enfermée dans mon silence. J'ai fait une dépression, je mangeais plus, je parlais plus. Je voulais voir personne. On croit que c'est de l'amour alors que ça n'en est pas. C'est de l'emprise, c'est de la domination, c'est d'une relation de pouvoir, mais c'est pas de l'amour. Moi, aujourd'hui, je le dis, c'est le cancer de ma vie. Bonjour à tous. Nos invités ont cru à l'amour inconditionnel. Pour un homme, elles ont accepté l'impensable. Frédéric Farigou, notre spécialiste du couple, décryptera leur parcours et nous donnera les clés pour éviter ces pièges que nous tend parfois l'amour. Bonjour Angélique. Vous avez 27 ans, Angélique. Vous avez 2 enfants et c'est votre histoire qui nous a donné envie de faire cette émission. Vous diriez que vous êtes allée jusqu'où par amour? Par amour, j'ai tout pardonné. Que ce soit les infidélités, les tromperies, les mensonges, les coups, j'ai tout pardonné. Alors, je dois préciser que les violences à votre encontre ont fait l'objet d'un jugement. En revanche, nous n'avons pas pu vérifier les infidélités de votre ex-compagnon. Vos propos, donc, n'engagent que vous. Pourquoi avez-vous accepté tout ça? Toutes ces humiliations, tous ces coups, toutes ces blessures, toutes ces infidélités que vous supposez? Je pense que j'étais aveuglée par l'amour et il n'y a pas de mots. Je ne sais pas forcément comment l'expliquer. Qu'est-ce qui vous plaisait tant chez cet homme? C'était un homme qui en imposait, il me donnait l'impression d'être le meilleur ami de tout le monde, quelqu'un de parfait. Du moins, il en avait l'air. Et du coup, je me suis accrochée à cette image. Donc très présent, puissant, Voilà, plutôt charismatique et chaleureux. voilà un petit peu tout ça. Le genre de personne qu'on aime bien écouter, qui occupe beaucoup d'espace en société. Le genre de personne avec qui on se sent en sécurité et invincible. Et en vérité, c'est tout l'inverse. Hélène, je vous vois sourire. En entendant tout ça, je ne sais pas ce que traduit ce sourire. Pourquoi les téléspectateurs n'ont pas la chance de voir votre sourire, eux? Parce que j'ai un gros bouton sur le nez. Non, c'est pas vrai. Mensonge. Non, c'est pour des raisons de protection. Donc j'ai écrit un témoignage sous pseudonyme. D'accord. Parce que vous êtes encore en procédure contre Tout à cet fait, homme. oui. Il y a eu un jugement de divorce et monsieur a fait appel le dernier jour. D'accord. Alors, vous avez écrit un livre, Hélène, Détruite, j'ai épousé un pervers narcissique. Pourquoi l'avez-vous écrit, ce livre? Déjà parce que je suis journaliste et auteur à la base. Donc pour moi, c'était un moyen un petit peu naturel de relater ce récit. Je suis restée plus de 20 ans avec une personne qui m'a détruit insidieusement à petit feu. Vous en aviez conscience de cette lente destruction? Non, Ou j'avais vous le conscience. réalisez aujourd'hui après coup? Non, j'avais conscience de rien du tout. Rien du tout. Je l'ai réalisé au moment de la séparation. Je n'ai rien vu venir. J'avais conscience de rien. Donc 20 ans, hein, vous avez enduré cette situation pendant 20 ans. Vous, Angélique, ça a duré combien de temps? Pendant 6 ans, 6 ans. quasiment, oui. Pourquoi êtes-vous venue nous raconter votre histoire? Parce que je pense que maintenant, avec les choses se sont déroulées depuis et j'ai ouvert les yeux, même si des fois, il y a toujours des petits moments de coup dur, hein, ça arrive toujours. C'est fini depuis combien de temps? C'est fini depuis le mois de septembre.
Ah, c'est encore tout récent. Mm. Donc là, Il a été jugé au mois d'août. plus le temps passe, plus vous arrivez à prendre du recul et à réaliser ce que vous avez enduré? Petit à petit, même si j'arrive toujours pas à ce jour à mettre des mots sur tout, j'ai une difficulté encore à décrire parce que je pense que personne ne peut comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. On ne connaît plus l'amour, on ne connaît pas la différence entre l'amour et l'emprise, même si tout le monde nous dit c'est de l'emprise. Non, nous, on pense vraiment que c'est de l'amour. Alors, comment vous l'avez rencontré, cet homme-là? Je l'ai rencontré à mon travail, dans mon ancien travail. Voilà, je l'ai rencontré. Je travaillais en boulangerie de nuit. Il est venu acheter une baguette, tout simplement. Et en fait, il y avait un petit peu trop en monnaie. Et je lui ai rendu la monnaie. Il m'a dit non, ce sera pour la prochaine baguette. Enfin, il a cru que je lui faisais des avances, mais pas du tout. Je fidélisais le client et du coup, il a pris ça pour des avances. Ensuite, il me regardait toujours à mon travail. Il restait devant la boulangerie au cas où j'avais un petit souci, comme un vigile en fait. Il vous plaisait? Attention à moi. Oui, c'était quelqu'un d'attirant. En plus, il parlait très bien. Quoi, vous avez un petit complexe intellectuel sur ce plan-là? Non, 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 en fait, j'avais un petit manque affectif, un manque affectif juste en discussion, juste avoir une épaule, quelqu'un avec qui on peut discuter. Et c'est vrai, quand il discutait avec moi, en fait, il me disait tout ce que j'avais envie d'entendre à ce moment-là. Donc, Il a bien compris très vite Voilà. ce qui vous manquait, quoi. Voilà. En gros. Alors, parce qu'en général, Frédéric va nous le dire, mais ces hommes-là repèrent les failles. C'est ça. Ouais. Il colle sont- aux rêves, colle aux besoins de l'autre, ça peut être différents besoins. Ça peut être le besoin d'être soutenu, de se sentir moins seul. Ça peut être le besoin d'être valorisé, de se sentir important, de se sentir unique. Ça peut coller à toutes les failles narcissiques. Et il repère ça. Il était très fusionnel dès le début. Dès le premier jour, ensuite, il m'a jamais quitté. Dès le premier jour. C'est allé vite entre vous? Oui. On a habité ensemble la première semaine. En fait, il était tous les jours chez moi et en fait, il me lâchait pas. Dès le début, il me lâchait pas. Dès que j'avais une pause au travail, il était là. Dès que je sortais du travail, il était là. On a l'impression que voilà, il fallait pas que je passe 2 minutes sans lui. Et il ne travaillait pas? Non, il avait arrêté le travail. C'est moi qui allais travailler. Je lui donnais tout sur un plateau d'argent. Et vous, Hélène, dans quelles circonstances vous avez rencontré votre futur mari? Je l'ai rencontré au lycée, en classe de seconde, en fait. Alors, je le trouvais particulièrement prétentieux, toujours à se mettre en avant, toujours à vouloir être sur l'estrade, entre guillemets. Il vous plaisait physiquement? Pas spécialement. Comment a-t-il réussi à vous séduire, alors? Ça reste un petit peu mystérieux. Il y a eu une espèce de concurrence en fait entre nous deux au niveau des notes. J'étais une élève qui s'intéressait pas spécialement à l'école, je faisais le minimum, enfin ce qu'il fallait quoi. Et il était d'une telle prétention que ça m'a vraiment tapé sur le système et je me suis mise à travailler pour avoir la première place. Enfin pour ne pas qu'il l'ait plus exactement. Et il ne m'a plus lâché à ce moment-là. Il m'a expliqué que j'étais fabuleuse, j'étais géniale, j'étais super, tout ce qu'on voulait. Donc dans un premier temps, ça ne m'intéressait pas du tout. Je ne comprenais pas ce qu'il me voulait. Il a fini par m'expliquer qu'il me comprenait. Donc là, ça a commencé à agir. Et je te comprends, c'est devenu je suis le seul à pouvoir te comprendre. Et là, j'étais fichue. Angélique, vous comprenez ce qu'est en train de raconter Oui, c'est ça. Hélène? C'est tu es rien sans moi, personne veut de toi, ta famille t'aime pas, tu peux compter que sur moi. Si je suis pas là, bah, t'es perdu, je suis ton équilibre. C'est ce qu'il vous disait les premiers mois de votre vie commune? Pas les premiers mois, ça s'est passé. Les premiers mois, ça se passait comment? Alors les premiers mois, pas un mot plus haut que l'autre, très gentil, toujours à l'écoute, pendant environ 6 mois. Après, j'ai vu que ça commençait à changer un petit peu, mais c'était voilà comme dans un partir couple. de quel moment il y a eu un événement À partir qui a du moment déclenché où je suis ce tombée changement? enceinte, je suis tombée enceinte rapidement. Ah oui, quand même. Et il voulait un enfant absolument, je suis tombée enceinte rapidement. Et une fois enceinte de 3-4 mois, c'était plus le même homme. C'est-à-dire? Il sortait, il rentrait à pas d'heure. Il me disait, écoute, je ne sais plus où j'étais, j'ai dormi dans ma voiture. Comment il se justifiait?
Rien, il se justifiait pas. J'ai rien à te dire, je te dois rien, je fais ce que je veux, je suis majeure. Voilà, il avait une passe où il partait au casino toutes les nuits jusqu'à 5 h du matin. Voilà, il m'appelait à 4 h du matin. Angélique, fais-moi à manger. Et vous disiez rien? Non. Vous lui aviez préparé à manger quand il vous l'a demandé? Toutes les nuits. Et ce bébé, vous l'avez eu? Oui, j'ai eu mon fils par la suite. Et pareil, après l'accouchement, je crois que vers 8 mois de grossesse, il est sorti en boîte de nuit, il est rentré vers 9 h du matin. Donc je l'attendais dehors, forcément. Et du coup, il m'a dit qu'il ne savait pas où est-ce qu'il avait dormi. J'ai trouvé un ticket de carte bleue à la station essence à 5 h du matin, donc je lui ai prouvé qu'il savait où il était. Et à partir de là a commencé la première gifle. Voilà. Vous avez reçu une gifle? Oui. D'avoir osé? D'avoir osé le confronter à la vérité, en fait. Ouais. C'est un homme qui supporte pas la vérité, qui vit dans son mensonge et qui fait passer les autres pour des gens faibles. Et comment vous avez réagi quand il vous a donné cette première gifle? Je suis partie. Je suis partie 1 heure ou 2, je suis revenue et il a fait comme si de rien n'était. Et vous? J'ai fait comme si de rien n'était. Sans lui faire la tête? Si, je lui ai fait un petit peu la tête quand même. Mais après, il est revenu tout doucement. Et c'est bizarre, tous les bons moments que je pouvais avoir avec lui effacer tous les mauvais moments. Pourquoi? Je pourrais pas vous dire. Alors Frédéric va nous expliquer. Et oui, puis ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, c'est emblématique la scène que vous avez vécue, parce qu'à un moment, c'est ce que j'appelle la bascule perverse. C'est-à-dire que pendant un temps, c'est le conte de fées, tout va bien. Et puis il arrive un moment où la personne montre un autre visage, une face que l'on ne connaissait pas, une réalité, et où là, ça commence à basculer à la fois dans la violence parfois physique et la violence psychologique. Donc c'est ce principe d'emprise qui se constitue et de dépendance dans laquelle on s'installe à un moment donné. C'est-à-dire que les personnalités toxiques instaurent cette dépendance. Elles ferment leur proie en se basant sur les failles narcissiques de l'autre, et après elles s'attaquent à l'intégrité narcissique de la personne par la dévalorisation, par la culpabilisation, par une communication floue, par une jalousie, par des mensonges, par souffler le froid et le chaud. Donc effectivement, à chaque fois qu'il y a des bons moments, comme vous le disiez, ça va effacer les moments hideux qui se passent parce qu'ils deviennent de plus en plus horribles. Mais il y a toujours... Le problème, en fait, c'est qu'on ne connaît pas ce type de personnalité et qu'on ne sait pas que ça peut exister. Et du coup, c'est difficile de décoder la manipulation, la culpabilisation et le système dans lequel on est pris. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des émissions pour faire connaître ces personnalités, pour savoir que ça existe et que ce n'est pas normal. Non, mais c'est vrai. On se demande tout le temps, mais bon, j'ai peut-être fait quelque chose pour l'énerver, c'est peut-être ma faute. Enfin, des choses, on se remet toujours en question, mais il est là en plus pour nous dire, mais si tu t'étais tu, il n'y aurait rien eu. C'est ça. C'est ça. Et c'est très vrai, c'est-à-dire que le principe de base, c'est culpabiliser l'autre et le rendre responsable de tout ce qui arrive. Voilà, c'est ça. Et de tout ce que je fais de mal, c'est toi qui es responsable. Voilà. Donc la victime, parce qu'elle finit par avoir l'esprit complètement embrouillé, perd confiance en elle, perd une estime d'elle-même, perd complètement les repères et finit par acheter ses croyances, c'est-à-dire penser qu'effectivement peut-être qu'elle a fait quelque chose ou surtout que son attitude peut générer ce comportement inapproprié de l'autre. C'est entièrement ça. En fait, c'était mon repère, mon mauvais repère, mais tellement il me contrôlait sur la façon de parler, la façon de se coiffer, la façon de réfléchir. Devant les amis, c'était sois belle et tais-toi. C'était voilà, tu parles pas, tu dis rien. Et juste le fait de ne pas l'avoir à côté de moi, je perdais tous mes repères, je me retrouvais seule face à moi-même. C'est une sensation un peu... En fait, c'est comme un aimant, on se sent toujours... on a toujours l'impression de devoir être avec lui pour être complète. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est des choses que je ne sais pas toujours expliquer. Et l'emprise crée un état de manque permanent. Voilà. Alors que l'amour comble. C'est exactement l'inverse. Alors que l'emprise... crée du vide, crée du manque, dépersonnalise, déprime, dévitalise. C'est vrai, c'est ça, entièrement ça. Il s'est comporté comment au cours des mois qui ont suivi, au moment où vous avez eu votre enfant? En fait, j'ai eu mon fils, donc du coup, à l'accouchement, il était là. Il était là sans être là, en fait, il s'est endormi. Donc
Mais bon, il était là quand même. Ensuite, il répondait jamais au téléphone. C'était pas comme un papa qui vient le matin à 9h ou 10h pour prendre le bain du bébé. Non, du tout. Non. Lui, il arrivait à 13h, il restait 1 heure, il repartait. Le téléphone le soir est dit coupé, on avait beau l'appeler, il n'y avait rien à faire. Et vous disiez quoi, vous? Je m'en fichais un peu parce que j'avais trouvé mon nouveau repère. J'avais un peu mon bébé, donc les premiers moments après un accouchement d'une maman, c'est une sensation de plénitude, on oublie tout. Juste après avoir accouché, il est parti plusieurs mois, il rentrait 1 journée par semaine à peine. Donc du coup, j'ai élevé mes enfants, parce que j'ai une autre petite fille aussi. Mais il travaillait? Oui, il travaillait. Il avait repris le travail, oui. Et en fait, un week-end, il est rentré, on a fait la fête avec des connaissances. Il m'a dit, écoute, je descends à la cave et je ne sais pas pourquoi, ni comment. Je ne peux pas vous dire, j'ai une sensation, il fallait que j'y descende. J'y suis descendue et je l'ai surpris en plein acte dans la cave avec une connaissance, alors que mon bébé n'avait que 3 mois. Et là, je suis tombée d'un building. Je me vois face à la cave en entendant tous les bruits et en train de me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ça peut pas être lui, c'est pas possible, en train d'essayer de me convaincre. Et vous avez vu? Oui. J'ai encore les images. Au bout de, ça fait 4 ans et demi de ça, oui, bientôt 4 ans et demi, j'ai encore les images. Et ça me hante, hein. C'est des choses qui reviennent la nuit Qui reviennent tout le temps, même pour une nouvelle relation, pour tout, c'est des choses qui reviennent, des choses qui marquent. Des choses, c'est bête, hein, mais quand on veut déménager, on veut plus de cave. C'est des choses comme ça, des trucs bêtes, en fait, qui vous bloquent dans toute votre vie. Voilà, je suis restée, en fait, j'ai été traumatisée. Voilà, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis montée chez moi. Je me revois, je me suis mise sous une douche froide, tout habillée, comme pour me déchoquer, en fait. Parce que je croyais tellement en lui, c'était toute ma vie, mon Dieu, ma vie que... Vous lui en avez parlé? Alors lui, il pleurait. Il était par terre, il pleurait. Angélique, excuse-moi. Pendant que vous preniez votre douche? Oui, en sortant de la douche, oui, il pleurait. Angélique, excuse-moi, je dois avoir un problème, pourquoi je trompe? Viens, on va habiter dans les montagnes, tous les deux, t'es la femme de ma vie, enfin des choses comme ça. Et j'ai pas parlé après, j'ai pas parlé, je me suis enfermée dans mon silence. Et en 1 mois, j'ai perdu 17 kilos. Je venais d'accoucher en plus, j'ai perdu 17 kilos en 1 mois, j'ai fait une dépression, je mangeais plus, je parlais plus, je voulais voir personne. J'étais très mal, hein, mais j'avais besoin d'effacer. Et en fait, il a réussi, même dans les mois à suivre, il a réussi à me faire croire que j'avais rêvé. Pourtant, j'étais sûre de voir. Mais il me disait oui, mais non, mais non, mais non. Il arrivait à me faire comprendre et donc je lui ai pardonné. Ouais, je lui ai pardonné. Je pense que j'étais tellement sous son emprise. Je suis loin d'être bête, hein. Je ne suis pas une fille bête du tout, bien au contraire. Je pense que je suis... Vous êtes fidèle, Ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais c'est vrai, je ne suis pas une fille bête. Voilà, C'est l'emprise. j'ai mon caractère aussi, hein. Je ne suis pas sans caractère. Comme si vous aviez besoin de vous en convaincre. Comment? Non, c'est... on a l'impression tout de suite, hein, elle est un petit peu naïve. Non, du tout, non. En fait, il faut vraiment comprendre... On a l'impression d'avoir un... Vous l'aimiez totalement, quoi. C'est un homme que vous aimiez totalement. Vous l'aviez dans la peau, vous étiez... Oui, trop. Donc, dans ces cas-là, on accorde toute sa confiance. Peut-être trop de confiance. Mais c'est surtout aussi que le pouvoir qu'on a laissé à l'autre fait qu'à un moment donné, on est coincé dans cette dépendance et dans cette emprise. J'avais besoin de lui. C'est ça. J'avais besoin de lui, je ne pouvais pas me retrouver toute seule. Ce n'est pas une dépendance financière parce qu'au contraire, il me coûtait très cher. C'est une dépendance affective. C'est ça. Et je ne pouvais pas vivre sans lui, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. Et alors, quand vous êtes replongé dans votre passé à vous, est-ce que vous avez compris pourquoi vous étiez dans cette dépendance affective? Au jour d'aujourd'hui? Oui. Est-ce que, par exemple, vous aviez une bonne relation avec vos parents, avec votre père? Non, en fait, après, c'est vrai que moi, je ne suis pas tellement famille. Voilà, hein, j'aime toute ma famille, mais je ne suis pas tellement famille. Et je pense que du coup, ces hommes-là, ils essayent toujours de connaître un petit peu votre vie. Et dès que vous discutez avec eux, ils s'en servent plus tard pour mieux vous affaiblir. En fait, c'est comme une serpillière pour mieux vous user. C'est ça, en fait. C'est vrai. Mais il est vrai
qu'on peut tous rencontrer des personnalités toxiques. Après, la prise que l'on va leur laisser, elle va dépendre aussi d'un vécu. Et on rejoue toujours quelque chose de l'ordre du passé, quelque chose de l'ordre d'une première attache maltraitante, quelle qu'elle soit, pour donner autant de prise à une personnalité comme ça. Parce que si on n'a pas ces attaches maltraitantes, on saura repérer la manipulation, on saura repérer la culpabilisation, on saura se protéger, se donner cette sécurité que l'on n'arrive pas à se donner et que l'on croit que l'autre peut nous donner. C'est vrai, c'est ça. Et donc aujourd'hui, vous avez repéré. Parce que si vous ne parvenez pas à repérer ça, vous allez reproduire. Non? C'est surtout que du coup, il va être difficile de faire confiance à nouveau. Et que, J'arrive pas à faire confiance. mais c'est normal. Mais j'ai confiance en personne. Mais pour ça, il Bizarre. faut que vous repreniez confiance en vous et que vous puissiez comprendre pourquoi ça a pu être possible. Et le fait de comprendre pourquoi ça a pu être possible vous permettra de vous dire, la prochaine fois que je me retrouve face à quelqu'un comme ça, je serai capable de le repérer et de prendre la fuite et de m'éloigner. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler votre histoire pour prendre confiance en vous. Et c'est ça qui vous permettra de prendre confiance en Je l'autre. pense que j'ai un manque affectif. J'en suis consciente. J'aime pas être seule. J'ai toujours besoin d'être entourée, que ce soit de mes amis. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai un manque affectif que j'ai toujours eu, je pense. Mais c'est pour ça que c'est important de travailler dessus, pour comprendre. Et puis pour vous donner les outils, pour vous valoriser à vos propres yeux, pour que vous n'ayez plus besoin de cette dépendance à l'autre, pour vous donner ce miroir-là. Mais alors, quand vous travaillez là-dessus, vous travaillez avec quelqu'un, avec un professionnel? Oui, je suis suivie depuis peu, oui. Donc, quand vous C'est important. repassez le film de votre enfance, vous vous dites quoi? Vous n'avez pas identifié des manques? Dans mon enfance, Oui. non, je vois pas de... Voilà, j'ai mes parents, j'ai grandi avec mes parents. D'accord, ils sont séparés, mais À quel âge Vous aviez quel âge? quand j'avais 2 ans, 2 ans. Et vous avez vu votre père régulièrement? oui. Et il était aimant avec vous? Oui, mais en fait, on avait une semaine... En fait, c'était à l'époque, on faisait une semaine sur 2. Une semaine chez le papa, une semaine chez la maman. Il vous faisait des compliments? Pas forcément. Il vous disait qu'il vous aimait? Bon, il le montrait, mais après, c'est vrai qu'on était beaucoup d'enfants. Donc, à étiez être beaucoup combien d'enfants, famille recomposée, on était quand même 7, enfin 8. Donc, du coup, en famille recomposée, c'est difficile de dire à chaque enfant, tiens, je t'aime, tiens, voilà, c'est assez difficile de... Il vous disait que vous étiez jolie? Peut-être pas forcément à l'époque. En même temps, j'y étais pas, donc... Et votre maman? Je pense que j'ai jamais été famille. Mais c'est intéressant ce que vous dites, j'ai jamais été famille. Ça veut dire que quelque part, par rapport à votre famille, vous n'avez pas pu créer des liens suffisamment sécurisants pour vous sentir effectivement suffisamment aimé, suffisamment valorisé pour avoir confiance en vous et aller dans le monde avec cette confiance. D'où ce manque affectif que vous nommez. Donc peut-être qu'effectivement, même malgré la séparation de vos parents, vous avez continué à avoir votre père, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des manques et des carences parce que nos parents ne nous ont pas donné forcément ce dont on avait besoin parce qu'on était noyé dans une fratrie ou pour d'autres raisons. Donc c'est pas forcément des abandons avérés qui font les carences affectives, mais c'est le sentiment que l'enfant peut avoir de manque de regard sur lui, de manque de valorisation, de manque de différenciation aussi, parce que souvent quand on est dans une fratrie importante et qu'on est noyé dans la masse, moi j'ai des patients qui me disent on était les filles. Oui, c'est ça. Oui. Nous, c'était les enfants. C'est ça. Voilà. Hélène, ça vous parle tout ça? Il y a des choses qui vous parlent? Moi, effectivement, j'étais particulièrement révoltée contre ma famille. Je viens d'une famille qu'on appellerait maintenant dysfonctionnelle. Un père qui était absent physiquement parce qu'il travaillait beaucoup et une mère qui était absente psychologiquement, en fait, qui n'était pas là. Et vous étiez combien de frères et sœurs? On était 2. Donc là encore, un père qui ne s'est pas beaucoup intéressé à vous, qui ne nous a pas beaucoup regardé, qui n'a pas forcément été très tendre. Indifférent, je dirais. Plutôt indifférent, et une mère plutôt autocentrée et pas disponible, en fait. Pas disponible affectivement. Donc, vous vous êtes retrouvée en couple avec ce garçon sans l'avoir vu venir finalement. Hein. Oui, c'est... C'est-à-dire que vous êtes presque retrouvée du jour au lendemain dépendante. Vous avez réalisé que vous étiez dépendante de lui. Oui.
Ouais. Et comment ça s'est passé par la suite? Vous avez... En fait, ça s'est enclenché d'une façon un petit peu paradoxale et sans doute tout à fait logique. Au début, c'était lui vraiment qui voulait me mettre le grappin dessus, il me lâchait pas. Un petit peu comme la boulangerie. Dès que je le croisais à tous les coins de rue. Dès que je sortais d'un cours, je le croisais. Partout, il surgissait. Et une fois que moi, j'ai basculé dans ce rapport, cet attachement, il est devenu plus distant. Et là, il a commencé un petit peu à jouer au chat et la souris. Il était là, il disparaissait, il était complètement imprévisible. Et là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dépendante. J'existais plus quand il n'était pas là. C'est-à-dire, j'avais plus d'existence, je n'avais aucun intérêt, comme si j'avais plus de structure, d'assise, plus rien. Donc là, vous aviez quel âge à ce moment-là? C'était au lycée, je ne saurais pas dire précisément, mais c'était au lycée. Ouais. Et puis donc, vous avez ensuite vécu ensemble? Oui. Et là, il a commencé à devenir désagréable, il vous faisait des remarques? Alors, on a continué nos études ensemble. Et en première année de fac, j'ai dû faire un exposé avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est le prof qui a choisi. Et là, ça a commencé par une scène de jalousie. Donc, il s'est opposé à ce que je fasse cet exposé avec cette personne qui m'avait été, entre guillemets, attribuée. Il est devenu à la limite de la violence. Tout en m'expliquant que s'il était jaloux, c'est qu'il avait de bonnes raisons d'être jaloux. En fait, tout était comme ça. Voilà. S'il était énervé, c'est qu'il avait de bonnes raisons d'être énervé. Ouais, et c'est que j'avais dû donner des raisons, sinon il ne serait pas énervé. Enfin, c'est toujours le même discours. Donc c'était quoi? Des remarques blessantes, désobligeantes? Ça allait jusqu'aux violences physiques? Il y a eu quelques gifles, pas beaucoup. La violence était plutôt symbolique, ou sinon c'était de la violence du style à cogner contre un mur à 3 cm de mon visage en m'expliquant que j'avais du pot, qu'il ne soit pas violent. Donc en fait c'était toujours comme ça. Donc il y avait plein de petites choses qui vous humiliaient, qui vous rabaissaient. Ouais. Par exemple, quand vous alliez vous acheter une robe, qu'est-ce qu'il vous disait? Alors, par exemple, quand on se promenait et quand je voyais un vêtement sympa dans une vitrine, donc par exemple une robe, j'attirais son attention en disant elle est jolie cette robe là. Il me répondait systématiquement oui, mais pas sur toi. C'était que des choses comme ça, mais j'étais dans un déni tel que tout ça, en fait, j'ai fait le lien beaucoup plus tard. À aucun moment vous ne vous êtes dit c'est insupportable, je vais le quitter, quoi. À aucun moment ça vous a traversé l'esprit que... Tout au début, quand il y a eu cette histoire d'exposé avec un camarade de fac, où il a commencé à être vraiment agressif, à m'interdire de faire cet exposé, là, il y a eu effectivement, j'ai voulu faire une pause. J'ai vu qu'il y avait des choses qui dérapaient, qui n'étaient pas normales. Manifestement, j'avais encore quelques repères à l'époque. Et là, il est revenu. Et il m'a menacé de se suicider, qu'il n'était plus rien sans moi, que c'était pas possible, qu'il referait jamais ça. Et bon, étant un petit peu trop empathique, voilà, je me suis fait avoir. Angélique, donc là on en était resté à cet épisode difficile où vous le découvrez avec une autre dans votre cave. Donc vous dites que vous avez quand même été très choquée. Que par la suite vous avez perdu 17 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je devenais complètement folle. Enfin, vous avez envisagé de partir là, à ce moment-là? J'ai attendu 1 an. J'ai réussi à tenir 1 an, mais en fait, juste le fait de sentir son parfum à cette dame, juste le fait de sentir son parfum, des fois pour m'embêter, on allait faire les courses, on passait devant chez elle, il klaxonnait devant chez elle, ou juste le fait de la croiser, en fait, tout pour me faire du mal. Puis il y a eu un autre gros choc que vous avez découvert par la suite. Qu'est-ce que vous avez découvert? En fait, au bout d'1 an, on a décidé de déménager parce que ça allait pas. Le fait d'habiter là-bas, c'était que des problèmes. Notre couple était encore plus en péril. On a décidé de déménager, donc j'ai trouvé une petite maison. Donc je suis partie. Le lendemain, en fait, je le déclare avec moi dans la maison. Le lendemain, il est convoqué à la police. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, de là, j'apprends qu'il monte en prison pour quasiment 1 an, pour des bêtises qu'il a fait avant d'être avec moi.
Donc je me retrouve toute seule dans une maison avec mes 2 enfants en bas âge, avec un homme en prison. J'avais toujours dit j'attendrai jamais un homme en prison et pour qui, pourquoi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. Directement l'après-midi, j'ai préparé des affaires pour lui, j'ai fait les demandes de parloir. Je l'ai assumé en prison pendant presque 1 an. Vous êtes allé le voir régulièrement? Tous les parloirs, j'ai loupé aucun parloir, j'arrivais toujours en avance. Je lui ramenais tout, je lui ramenais tout ce qu'il avait besoin. Au tout début en prison, il m'envoyait des lettres. Je t'aime, t'es la femme de ma vie, je vais me marier avec toi, je veux un autre enfant. Et plus les mois passaient, et plus quand il m'appelait, c'était pour me réclamer des choses. Alors que moi, j'attendais toute la journée à la maison, juste un coup de téléphone pour me sentir bien. Parce que bon, même si lui, il était en prison, moi, j'avais des barreaux dans la tête. Hein. J'avais des barreaux dans ma tête, je me sentais mal. Le soir, je pensais, est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il a assez d'argent? Voilà, je lui envoyais aussi de l'argent. Hein. Je prenais, entre guillemets, le pain de mes enfants pour lui donner de l'argent. Et un jour, alors que vous alliez le voir au parloir? Et un jour, alors que je suis allée le voir au parloir, je lui ai pas ramené assez de choses à son goût et il m'a giflé au parloir. Hein. Et voilà, et du coup, je lui ai dit que je n'allais pas revenir aux autres parloirs, mais je m'en voulais, donc j'y retournais. Voilà. Et il m'a appelé, il me dit, mais je suis en prison, tu connais pas la prison, c'est difficile, il faut comprendre. Donc je lui ai toujours pardonné. Quand il a été libéré de prison, il est rentré chez vous? Quand il a été libéré, en fait, il a eu 2 permissions. Et bizarrement, quand il a eu ses permissions, il a quand même mis près de 3 heures à arriver à la maison. Sachant qu'il y avait quand même son fils, hein, qu'il n'a pas vu marcher, qu'il n'a pas vu sourire, ni parler, ni quoi que ce soit. Et il a quand même mis près de 3 heures parce que d'abord, il est parti voir ses amis. Il est parti au café, voir ses amis. Ensuite, il est arrivé à la maison, il a mangé avec nous. Et je me rappelle, juste avant l'anniversaire de mon fils, il est venu, il avait 2 jours de permission, il a voulu faire une soirée à la maison avec toute la famille, tout le monde. Il a dépensé pas loin de 800 € en 2 jours et ensuite il est remonté en prison. Et voilà, il m'a laissé avec 800 € alors que j'avais un loyer à payer, des enfants à nourrir. Mais en fait, il s'en fichait, c'était que sa personne, que lui. Il fallait lui faire plaisir qu'à lui. En prison, j'allais le voir, il me demandait des vêtements, tous les derniers vêtements à la mode. Enfin, il fallait qu'il soit un dieu en prison, il fallait que je le mette bien en prison. Je lavais les affaires de ses co-détenus pour montrer que j'étais une femme bien, qu'il avait de la chance, qu'il était respecté par sa femme. Voilà. En fait, il devait être le roi de la prison. Alors, à quel moment vous avez commencé à tiquer un peu quand même? Quand il est sorti de prison, un soir, j'ai couché mon fils. Je descends dans la salle à manger et il n'y a personne. En fait, il est sorti, il est parti sans rien me dire. Donc je l'appelle, je lui dis, écoute, tu pourrais au moins me prévenir que tu pars. Il a mal pris, il me dit, bouge pas, attends, tu vas voir. Je dis rien. Là, je me couche à 4 h du matin, je l'appelle, je lui fais une petite crise au téléphone. Je lui dis, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Ça fait près d'1 an que je t'ai pas vu et tu t'en vas avec tes amis. Monsieur était parti en boîte de nuit, il est rentré l'équivalent de 1 jour et demi après. Il a voulu rentrer comme si de rien n'était à la maison, donc j'ai tout fermé. Je lui ai dit, tu ne rentres plus. Et de là, en fait, il a défoncé mon garage à coups de barabine, je crois. Et en fait, il est rentré de force. Donc j'ai pris mes enfants, vu que je savais déjà qu'il était violent. J'ai pris mes enfants, je me suis enfermée dans la chambre de ma fille. Donc il a fait un trou comme ça dans la porte de la chambre. Il est rentré et avec son téléphone, il m'a frappé plusieurs fois sur la tête jusqu'à m'ouvrir la tête devant mes enfants. Voilà. Et du coup, j'ai appelé la police. C'est la première fois que j'ai appelé la police. Et j'ai eu ma maman qui est arrivée aussi et j'ai pas osé porter plainte. Et je vois les policiers qui lui disent vous avez quand même de la chance qu'elle ne porte pas plainte. Donc lui, il était quand même content, parce que sinon il serait allé en garde à vue, mais il n'a rien eu du tout. Suite à ça, donc, je suis partie à l'hôpital. Voilà, ma maman a gardé mes enfants. Donc je crois que le SAMU m'a ramenée à 5 h du matin chez moi pour question d'être protégée. Et en fait, le lendemain soir, il est venu frapper à la porte comme si de rien n'était. Est-ce que tu m'as fait à manger? Et j'ai rien dit. Bizarrement, j'étais soulagée qu'il soit revenu. Pourquoi, je ne sais pas. J'étais soulagée qu'il soit revenu, soulagée de me dire tiens, il n'est pas avec une autre. Tiens, il est près de moi, je me sens mieux, je retrouve mes repères. Et donc, j'ai fait à manger. Et en fait, après, par la suite, peut-être tous les 3-4 jours, c'était des violences pour tout et pour rien, et toujours de pire en pire. Et quand est arrivée la deuxième phase de violence, j'ai porté plainte pour la première, et ainsi de suite. Donc j'ai fini par porter plainte une dizaine de fois.
pour des coups de plus en plus forts, des côtes cassées, le tympan perforé, la mâchoire fracturée, les jambes, voilà. Voilà, il y a eu tout devant mes enfants aussi. Voilà. Il y a quand même une tellement faible estime de soi pour endurer tout ça, quoi. C'est ça. C'est ça qui est frappant dans votre Et la témoignage. dépendance. Vous qui êtes si belle, comme vous dites, pas bête du tout, c'est ce que Non. vous dites vous. Mais en fait, devant lui, je voulais qu'il ait l'impression de toute puissance, bizarrement, parce que c'était un homme, il lui fallait tout ce qui vient de sortir, donc je lui offrais tout. Voilà, au bout de quelques mois, je devais acheter une maison, je gagnais très bien ma vie et tout compte fait, j'ai pas acheté de maison, j'ai pas acheté d'appartement, je lui ai acheté une voiture de quand même 20 000 € que j'ai toujours pas récupérée à ce jour. Donc du coup, en fait, je lui ai acheté tout. Voilà, les derniers téléphones, tout, je le mettais sur un piédestal et même au niveau de l'intelligence. Les violences que vous subissiez de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes, comment vous arriviez à le supporter? Qu'est-ce que vous disiez? Il n'y a pas un moment ou quelque En fait, chose? je le quittais. C'est ça, là, en fait. C'est qu'à partir du moment où la deuxième fois il m'a frappé, j'ai porté plainte. La première fois, j'ai pas voulu porter plainte, mais le parquet a porté plainte pour moi. Donc du coup, par la suite, vu qu'il y avait déjà une plainte, moi j'ai continué à porter plainte. Et à chaque fois, je lui disais, écoute, c'est terminé, va-t'en. À chaque fois, il revenait avec une phase de violence encore pire, parce qu'il supportait pas la séparation. En fait, il y avait une séparation, moi je le quitte, mais lui, il me quitte pas. Bah oui, forcément, si vous subveniez à tous ses besoins, Mais du coup, suite il ne à devait ça, pas supporter. Hein. Suite à ça, ça a toujours continué. À chaque fois, il revenait. Oui, Excuse-moi. Ce qui est insupportable, c'est de perdre le pouvoir sur l'autre. De se rendre compte que si effectivement vous étiez dans une phase à vouloir le quitter, il se rendait compte que petit à petit, il perdait de son emprise, donc la violence redouble. Oui, voilà, c'est ça en fait. Et c'est là que j'ai commencé à voir. Voilà, il me surveillait. Il arrivait chez moi avec des camions. Il montait sur le toit de ma maison. Il rentrait dans ma chambre comme ça. Des fois, j'avais pas de nouvelles de lui pendant un mois. Et il arrivait comme ça, Angélique, prépare ta valise, je t'emmène en vacances. Enfin, des trucs qui paraissent tellement improbables. Il va vous mettre une gifle ou, je sais pas, vous casser les jambes et il revient le lendemain comme si de rien n'était. Et on a beau lui dire, tiens, tu as fait ça. Non, il l'entend pas. C'est, écoute, t'avais rien à dire. Si tu t'étais tue, t'aurais rien eu. Mais à chaque fois qu'il m'a frappée, c'est parce que je lui prouvais par A plus B qu'il y avait une infidélité ou quelque chose. Tout ça est parti toujours de femme, tout le temps. Alors, on va accueillir Ophélie, l'une de vos amies de longue date. Bonjour. Ophélie, comment vous réagissez quand vous entendez tout ça? Écoutez, différemment, je pense, parce que je la connais, j'ai vécu beaucoup de choses avec elle. Vous la connaissez depuis que vous avez 17 ans? 17 ans, c'est ça, je n'étais pas encore maman. Vous avez vécu toute cette histoire à ses Toute cette côtés, histoire, et donc j'imagine que vous l'avez alertée très vite, non? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai vu pour la première fois donc, son compagnon, son ex-compagnon, je précise, il m'a paru très froid, irrespectueux. J'avais comme une impression qu'il lui dictait tous ses faits et gestes. Ça faisait combien de temps qu'elle était avec lui quand vous l'avez rencontré pour Ça la première faisait, Angélique, Un mois, aide-moi. 2 mois. Oui, je pense que c'était pas si long le début. que ça. Oui, ouais. fois? Donc vous avez eu une mauvaise impression? Une très mauvaise impression. J'ai senti directement que c'était pas une bonne personne. Après, je lui en ai pas parlé directement parce que je ne le connaissais pas suffisamment pour pouvoir me permettre de porter un jugement sur lui. Elle était très amoureuse déjà? Très amoureuse, éperdument amoureuse, très folle. Je précise. Très c'est vrai. quoi? Folle amoureuse de lui, c'était... Après, c'était beau. De ce qu'elle me racontait, je trouvais ça super beau. Bon, l'amour, c'est beau, c'est son prince charmant. J'étais contente pour elle. C'est la première fois de votre vie que vous étiez aussi amoureuse? Aussi amoureuse, oui. Peut-être pas aussi fusionnelle, mais aussi amoureuse, oui. C'était la passion. C'est la passion. Mais même mes parents qui l'ont rencontré, ma mère, la première fois qu'elle l'a vu, elle m'a dit « Ah non, non, non ». Et depuis, d'ailleurs, il n'est jamais rentré dans ma famille ensuite. Toutes ces années, il n'est jamais rentré dans ma famille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit, votre mère? Elle m'a dit « Non, c'est pas possible ». Même ma grand-mère, elle l'a vu une journée et il a dit à ma grand-mère « Tiens, tu as vu comment ta petite fille, elle s'habille bien depuis qu'elle me connaît ?» C'est vrai. Donc ma grand-mère, elle lui dit Ah, moi, j'aime pas les hommes comme toi. Du coup, il a pris la porte, il est parti. Il m'a laissé en famille, il est parti. Et depuis ça, il n'est jamais rentré dans ma famille.
J'ai pas vu mon père pendant 4 Ah, c'est ans. ça, parce que ce que dit souvent Frédéric, c'est que ces hommes-là Isolent. éloignent, isolent. Donc j'imagine qu'il n'a pas dû être très sympa avec vous. Pas parce du que- tout. Alors là, attention, je précise, j'étais parce plusieurs que reprises. Ça ne devait pas lui plaire, votre amitié, Pas du tout, forcément. ça l'a énormément dérangé du fait que j'étais une personne ambitieuse, souriante, j'apportais beaucoup de joie de vivre à Angélique, à ma meilleure amie. Et ça lui plaisait pas du tout. En fait, j'étais comme un danger pour lui, comme un grand danger, un obstacle, lorsque pas du tout, j'étais là pour bien sûr. Angélique, j'étais une amie pour elle, j'étais à son écoute. C'est-à-dire que vous auriez pu lui permettre de prendre du recul Ouais. sur son histoire. Donc, Bah, à la forcément, base, vous on est étiez pareil. arrangés. À la base, on est pareil. On a tous les deux un grain de folie, mais en fait, avec lui, je me suis éteinte. Il a été de jour en jour. Oui, Et c'est ça. En fait, Perd sa personnalité. j'ai perdu C'est ça. toute mon énergie. En fait, j'ai perdu toute ma façon d'être. C'est des... Comment on appelle ça? Des vampires. Ce sont des vampires relationnels. Ils vous vident de votre substance, ils vous prennent toute votre énergie et c'est pour ça qu'ils choisissent souvent j'aime pas ce terme, mais pour montrer l'emprise des proies, des personnes justement solaires, généreuses, avec des valeurs, etc. Et comme ce sont des gens qui ne s'aiment pas et qui n'aiment personne, ils vont aller chercher chez l'autre. Ils vont vous aspirer tout ce que vous avez comme énergie vitale et l'autre devient un objet qui leur sert à se valoriser eux-mêmes, à se narcissiser eux-mêmes. Comment vous en êtes sorti de cette histoire? Vous disiez tout à l'heure qu'à chaque fois, une violence supplémentaire... En fait, voilà, on m'a éloignée pendant quelques temps. Je suis partie pendant 1 mois et demi, tout en restant en on vous a éloigné? En accord avec la police et les assistantes sociales. Voilà, on m'a éloignée quelque temps, pendant presque 2 mois, je crois. On m'a envoyée dans le sud, dans des structures, voilà, comme la Croix-Rouge, ce que j'aurais jamais pu pouvoir connaître. J'avais une belle maison, j'avais tout ce qu'il me fallait. Donc voilà, on m'a éloignée, ce que j'ai réussi à tenir quand même pendant 1 mois et demi, 2 mois, parce que bon, c'est pas facile d'atterrir dans ce milieu. Et puis du au bout de 2 mois? Au bout de 2 mois, je suis rentrée chez moi parce que j'étais dans un... Voilà, on m'a emmenée jusqu'à Toulouse. Et arrivée à Toulouse, on ne peut pas aider tout le monde. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans une situation avec mon fils dehors. Et je ne connais pas la ville, je ne connais personne. Et en fait, on nous dit, on va vous aider, mais tout compte fait, il n'y a pas forcément... On aide les gens de Toulouse, mais on n'aide pas les gens de l'extérieur. Donc, je me suis retrouvée dehors, j'ai décidé de prendre le train et je suis remontée à Caen. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai prévenu la police que j'étais remontée à Caen. Donc, ils m'ont demandé de rester cachée un peu pendant 2 jours parce qu'il y avait un gros événement sur Caen, donc ils ne pouvaient pas venir de suite. Et à partir de là, j'ai décidé de l'affronter. Voilà, à chaque fois qu'il viendrait, j'ai décidé de l'affronter. Mais c'est vrai qu'il y avait des passes où je pouvais ne plus avoir des nouvelles de lui pendant 1 mois. Il y avait des passes où je pouvais même moi y aller aussi, lui parler. C'est allé jusqu'à un moment où la violence physique a été telle que vous avez eu les jambes cassées? J'ai eu les jambes, oui, fracturées, oui. Mais surtout, je pense que ça a été les côtes cassées parce qu'en plus, je travaillais. Voilà, j'ai 2 enfants, donc je suis obligée de travailler. Donc j'ai continué à travailler avec un corset, ce qui a été très difficile pour une vendeuse. Donc j'ai continué à travailler. Bon, donc il y a eu un coup de trop et là, vraiment, vous l'avez quitté? Un coup de trop, puis même j'étais fatiguée, j'avais envie d'avoir la vie un petit peu comme tout le monde. Voilà, au magasin, on voit les petits couples qui viennent acheter leurs vêtements ensemble. On ne se voit pas toute seule, passer sa vie toute seule avec son ombre qui nous poursuit. Voilà, pour moi aujourd'hui, je le dis, hein, c'est le cancer de ma vie. Donc je l'appelle comme ça d'ailleurs. Et alors, depuis quelques mois, vous avez repris le contrôle de votre vie. Et justement, on va découvrir votre nouveau quotidien à travers ce reportage que nous avons réalisé chez vous dans le Calvados. À Caen, dans le Calvados. C'est ici qu'Angélique vient faire du sport plusieurs fois par semaine depuis quelques mois. avant, je faisais pas du tout de sport. J'avais pas forcément le droit d'aller à la salle de sport, sinon c'était une crise. Parce qu'il y a plein d'hommes, il y a plein de tentations. Le sport, ça permet de s'échapper mentalement et on reprend confiance en notre corps. Ça permet d'évacuer un petit peu le stress de la vie, se retrouver seul, réfléchir et voir l'avenir. Depuis sa rupture, Angélique prend soin d'elle et aujourd'hui, elle a rendez-vous avec sa coiffeuse car elle nous prépare une petite surprise pour cet après-midi.
Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve plus jolie que les années passées. À l'époque, je faisais attention plus au regard de l'homme avec qui j'étais. Quand un homme nous dit tous les jours « t'es rien sans moi, t'es pas une femme bien, t'es pas jolie », bah forcément, on finit par le croire. Maintenant, je fais tout ce que je veux. Je me fais coquette, je sors, j'aime le regard des gens, j'aime bien qu'on me regarde dans la rue. J'aime bien qu'on se retourne et qu'on se dise « tiens, elle est jolie ». C'est magnifique, c'est parfait. J'ai l'impression d'être une princesse. La nouvelle Angélique est devenue modèle photo et elle a autorisé notre équipe à assister à son shooting avec Silmi, un photographe professionnel. Ouais, toi. Alors, je te montre ça, c'est la robe, une des robes que j'ai sélectionnées pour le shooting. Bah, dès que t'es prête, on va pouvoir y aller. Ok. Ok. Ouais, c'est pas mal. En termes bien de lumière, ouais, en termes de lumière, je suis bien là. Hop. C'est à toi de pivoter un tout petit peu pour être, voilà, comme ça, parfait. Au début du shooting, on se sent toujours un petit peu stressé. Après quelques minutes, on prend confiance en soi et on se dévoile plus facilement. Voilà, c'est parfait ça. Faudrait que tu me regardes, tu pivotes ta tête, en fait, tourne là, voilà. Elle m'a parlé de son parcours qui était quand même pas facile, qui était très laborieux et difficile. Et j'ai été choqué sur certaines choses. Aujourd'hui, c'est une femme qui est très forte, qui a beaucoup de caractère, qui va vraiment de l'avant. Il y a eu vraiment un changement, elle a décidé de prendre sa vie en main. Ce que je te propose, c'est que tu changes de robe, on va faire robe mariée et on reprend la série juste après. Ok. Maintenant, j'écoute plus ce que disent les gens, je fais ce que j'aime. Je pense que tu vas avoir énormément de demandes en mariage une fois qu'on va publier les photos en ligne. Alors, est-ce que vous regardez ce reportage avec plaisir? Est-ce que vous vous trouvez jolie? Oui, je me trouve jolie, oui. Oui. Bon, vous arrivez à le dire. Je suis coquette, oui, j'ai envie de me faire jolie. Vous vous trouviez jolie quand vous étiez avec cet homme? Je me trouvais jolie, mais différemment. Enfin, jolie à travers ses yeux, simplement. Alors que là, vous l'êtes à travers les vôtres. Voilà. C'est ça peut-être le grand changement? À travers les miens, à travers ceux de mes enfants, à travers ceux de mes amis. C'est différent. Frédéric? Il y a quelque chose qui est très, très important, c'est de se libérer de toutes les fausses croyances que l'autre nous a mis, que la personnalité toxique nous a mis dans les poches. Vous les avez dit, toutes ces petites phrases-là, qui peuvent effectivement revenir en boucle et dont il faut se libérer. Et ça passe par des expériences comme celle-là. Ça passe par retrouver ses valeurs personnelles, ça passe par un travail sur soi, ça passe par se retrouver. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas Voilà, je facile. suis pas entièrement guérie. Mais c'est normal. Je suis en phase, sûrement. Voilà, j'ai des périodes où il essaye toujours de loin d'essayer de m'atteindre de loin. Voilà. Il a fallu que je passe par une période plus difficile, qui je pense maintenant est terminée. Et puis, je vais de l'avant. Il n'y a pas de nouveau fiancé? Je peux rien dire. Secret. Donc peut-être. Hélène, comment vous en êtes sortie, vous, de cette histoire? Moi, je m'en suis sortie. Il y a eu 2 déclencheurs. En fait, j'ai eu de la chance quelque part. Parce que j'aurais pu retourner le voir également ou attendre quelque chose. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être humilié ou blessé devant vos enfants? Ils ont assisté à des scènes... Oui, concernant notamment tout ce qui était cuisine, tout ce qui était culinaire. Quand monsieur estimait que c'était pas bon, il se levait, il allait se faire un sandwich dans la cuisine. Et il mangeait debout dans la cuisine. Comme moi. Oui. Me laissant avec les enfants qui commençaient à douter de mon potentiel culinaire. Bienvenue au club. Là, vous avez l'air d'avoir beaucoup d'humour quand même. Vous racontez tout ça alors qu'on imagine à quel point vous avez souffert, mais avec une sorte d'humour et de sourire. Oui. Non, mais j'ai toujours été comme ça. Et je pense que effectivement, j'ai une résilience assez forte. C'est sans doute ce qui me sauve. Alors, vous parlez de 2 événements. Oui. Alors, 2 été événements déclencheurs. vraiment qui ont fait office d'électrochoc. C'est lui qui est parti, en fait. Il est parti avec sa maîtresse ou une de ses maîtresses Que vous le connaissiez. soir d'une fête. Pardon? Comment vous avez su ça? Il vous l'a dit?
J'ai compris qu'il se passait des choses. C'était à la suite d'une fête familiale où il a passé sa journée comme un gamin, envoyé des textos à recevoir, donc de façon tout à fait mal élevée, déplacée. Donc je lui en ai fait la remarque en fin de journée en lui expliquant qu'il n'aurait pas supporté le 10e de la part de nos enfants. Ça a dégénéré. Et là, il m'a expliqué qu'il partait avec quelqu'un. Et il est parti aussitôt, comme ça. Le lendemain, il est repassé, sans prévenir, à l'appartement. Et là, il a voulu me voir, comme si de rien n'était, tout sourire, presque clivé, enfin surréaliste, comme si rien ne s'était passé. Mais un peu repentant ou pas du tout? Non, de façon normale, même pas repentant. Mais il revenait ou il venait prendre ses affaires? Il venait m'expliquer qu'il fallait qu'il divorce très rapidement, que la famille donc de sa maîtresse voulait absolument qu'il divorce très très vite. Et il m'a dit, écoute, t'inquiète pas pour l'argent, puisqu'il avait fait en sorte que j'arrête de travailler. T'inquiète pas pour l'argent, moi j'ai juste besoin de 100 €, tu gardes tout. 2 heures plus tard, il m'envoie un texto. Et comme quoi l'inconscient précède toujours le conscient, il m'envoie un texto et il me met « T'inquiète pas, je ferai au plus juste ». Et là, j'ai joué sur la polysémie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne faisais pas ça d'habitude avec lui. Et je lui ai renvoyé juste équitable, point d'interrogation, ou pas assez. Et là, il m'a renvoyé « T'es qu'une salope, t'auras rien ». Voilà, ça a réglé le problème. Donc déjà là, je commençais quand même à m'interroger. Mais l'électrochoc, c'était le surlendemain de l'annonce de son départ. Il est revenu, il a convoqué ses enfants pour leur expliquer qu'il partait. Et là, il leur a expliqué qu'ils allaient avoir une deuxième maman et une petite sœur ou un petit frère. Donc l'un de mes enfants est venu me voir en me disant « Maman, c'est quoi une deuxième maman ?» Et là, je me suis dit, enfin là, il s'est passé un truc, ça touchait les enfants, et là, c'était le truc de trop. Et ça a cassé net toute dépendance affective. C'est là où j'ai senti aussi que cette dépendance affective était complètement artificielle. Ça s'est évaporé un petit peu comme une bulle de savon. Et il m'a fait un autre coup 2-3 jours plus tard, donc il était parti. J'allais me coucher, il était minuit. Et je me tourne, j'étais dans le lit, enfin dans notre ancienne chambre. J'allais éteindre la chambre de chevet et là, il s'est pointé. Il avait des clés, donc je ne l'ai pas entendu venir et j'avais l'impression de voir une apparition. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit, tu vois, je me couche. Donc il commençait à se mettre dans le lit et tout. Et je lui ai dit, tu me prends pour quoi? Enfin, ça va pas être possible. Et là, il m'a dit, j'avais peur que tu te sentes seule. Donc c'était complètement surréaliste. Je lui ai dit, dégage. Je me rappelle de la scène, je lui ai dit, dégage. Et il m'a dit, très bien, c'est toi qui veux, c'est toi qui me mets dehors. Voilà. Ça le déculpabilisait. Mais c'est pas forcément de la culpabilité, parce que pour ressentir de la culpabilité, il faut être sensible à l'autre. Alors que ce type de personnalité, il n'y a aucune sensibilité à l'autre, aucune empathie. C'est de la manipulation. Oui. Il vient tester son pouvoir, son emprise. C'est ça, sur elle. C'est ça. Et il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune sensibilité à elle. C'est juste pour venir tester s'il a encore du pouvoir ou pas. Alors, il y a un truc qui m'a interpellée dans ce qu'a dit Hélène, c'est que la dépendance s'est envolée comme si on crevait une bulle de savon, ce qui n'a pas été votre cas. Non. Vous, ça a été long. Vous êtes resté sous emprise longtemps. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, Frédéric? Ce qui peut expliquer ça, c'est que peut-être elle a pris conscience, mais à travers ses enfants, à travers ce qui s'est passé pour les enfants, en se rendant compte à quel point c'était aberrant. Donc du coup, ça a crevé la bulle. Peut-être elle ne l'aurait pas fait pour elle par rapport aux violences psychologiques qui étaient faites sur elle, parce que, à mon avis, pour Hélène, ses enfants sont plus importants qu'elle. Donc il y a une question d'estime de soi et qui a fait que... Elle a pu réaliser ça par rapport à ses enfants, parce que là, c'était insupportable. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va bien. Ça va bien. Je suis toujours en procédure de divorce parce que je me suis aperçue que finalement, il y avait une dépendance, mais qu'il y avait surtout une codépendance. Et aujourd'hui, je pense qu'il est beaucoup plus dépendant que moi. De vous?
Manifestement, lui, oui, parce qu'il lâche pas. Donc, moi, j'ai très vite joué un petit peu ce qu'on appelle le mur lisse, de façon à ce qu'il puisse plus y avoir d'aspérité. Donc, je ne communique avec lui que par mail, uniquement quand il s'agit des enfants, parce que juridiquement, je n'ai pas le choix. Sinon, je ne réponds à rien. C'est une bonne tactique, Frédéric? C'est une très bonne tactique. Parce qu'en fait, pour mettre à distance, et quand on est obligé d'être encore en contact, quand on a des enfants en commun, il faut vraiment réduire la communication à quelque chose de dénué de tout affect. Une communication qui reste factuelle et pour ne donner aucune prise, effectivement, qui soit de l'ordre de l'affect. Donc oui, c'est le meilleur. Et là, pour donner... Et quand elle dit qu'il est plus dépendant d'elle, oui, de parce quoi qu'il n'a pas trouvé notre proie. Voilà. C'est tout. Et que du coup, ce sont des gens qui peuvent être harcelants. Est-ce qu'il n'est plus avec cette femme? Si, en fait, mais j'ai cru au départ que c'était une autre proie et en fait, elle a exactement le même profil. Que vous? Non, que lui. Que lui. Oui. C'est pas incompatible. Alors, donc, ils se nourrissent entre souvent, eux. ce genre de personnes trouvent des femmes qui ont le même profil. Mais ça leur suffit pas, il leur faut quand même des C'est proies. ça. Ben Il faut oui, un tiers. parce que des profils comme lui, c'est pas suffisamment valorisant. Narcissiquement, c'est pas satisfaisant. Donc narcissiquement, il faut aller trouver une personnalité qui soit bien différente et qui soit plus valorisante et pour qu'il puisse aller chercher toute l'énergie et toute la lumière créée par l'autre personne. Et alors, sentimentalement, vous en êtes où? Sentimentalement, ça se passe bien. On dit rien. Très bien. Bon, donc vous êtes sortie de l'emprise, vraiment. Ah oui, franchement. Oui. Depuis ça fait combien de temps? Que je suis sortie, alors ça s'est passé progressivement, donc c'est difficile à dire, mais ça fait au moins 3-4 ans, je pense. Ce qui m'a aidé à sortir de l'emprise, moi, c'est vraiment le fait de clarifier la communication. C'était essentiel, donc notamment avec une personne que je connais. Au début, j'ai eu un côté un petit peu parano. C'était terrible. C'était d'un ridicule incroyable. Enfin, il m'a rendu parano. Et le fait de clarifier la communication... Quand vous dites clarifier, c'est-à-dire couper la communication? Non, clarifier au sens, quand c'est oui, c'est oui. Aucun flou, aucun doute possible. Moi, pas bien comprendre. Hein. Oui, parce que non, mais quand on a connu ça, c'est vraiment. Par exemple, mon mari était toujours en retard, me répondait des choses qui avaient plusieurs sens, qui étaient toujours ambiguës, toujours le flou. Je ne supporte plus ça du tout. Par exemple, si on me donne un rendez-vous à telle heure et que la personne n'y est pas, d'accord, là j'ai compris. Il faut me prévenir, il faut que voilà. D'accord. Et pas d'ambiguïté, ça me. Très bien. C'est très angoissant. Bon. Eh bien, on vous souhaite de continuer à vous reconstruire et de trouver un épanouissement. Merci à toutes les deux d'être venues nous raconter ces douloureuses expériences. Un mot de Frédéric, peut-être, avant de conclure cette émission? C'est important de se faire aider, parce que justement, ça permet de comprendre le processus, ça permet de comprendre ce qui part de soi, la prise qu'on a pu laisser, et d'identifier les mécanismes de l'emprise psychologique pour en sortir et pour reprendre confiance en soi. C'est vraiment important. Ça aide et ça accélère le processus. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Merci à Frédéric, merci à vous tous pour votre fidélité. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 juin, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner un smartphone. Pour cela, il faut vous connecter sur notre internet www.france2.fr, rubrique Toute une histoire. Et d'ici là, on se retrouve dans version féminin ce week-end, tout de suite dans l'Histoire continue, pour prendre des nouvelles de Dominique et de Gaspard. En novembre 2015, cette mère et son fils nous avaient raconté leur belle histoire d'adoption. À tout de suite. Merci. Dans l'Histoire continue cet après-midi. J'ai eu le sentiment que si j'allais pas maintenant, j'allais jamais y retourner. En novembre dernier, Gaspard nous avait parlé de son enfance difficile au Rwanda.
Envoler des animaux, donc des lapins, tout ce qui pouvait passer. Puis il n'y avait pas d'autre choix, il fallait vivre. Aujourd'hui, il a de très belles nouvelles à nous donner. J'ai retrouvé mon frère que j'avais pas vu depuis 22 ans. Là, je me suis retrouvé avec moi-même. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je sais où je veux aller. Vanessa, elle, n'a encore jamais témoigné à la télévision, mais aujourd'hui, elle veut partager son histoire avec Gaspard et avec nous. Quand j'ai retrouvé mon papa, il a su directement me donner le nom de ma maman. Je lui ai demandé, est-ce que tu as accouché en 1980 ? Oui, j'ai accouché d'une fille, oui. Ben voilà, je suis ta fille. Mais non, ma fille est décédée. Je dis, ben non, c'est moi. À tout à l'heure sur le plateau de l'Histoire continue. Gracias. Tu hija es maravillosa. Bientôt, au sommaire de toute une histoire, Marina, vous êtes la maquilleuse d'une grande personnalité française. De qui s'agit-il? Du président Nicolas Sarkozy. J'ai travaillé plus de 15 ans chez les ultra-riches en tant que gouvernante. nos invités vont nous livrer quelques indiscrétions sur leur patron. Qu'est-ce que vous avez vu de plus fou dans leur manière de se comporter? La nourriture avariée au personnel. Est-ce que vous avez été confronté à des caprices? Oui, c'est arrivé, mais tellement peu de fois. Des femmes d'hommes politiques? Oui. Des désagréables? Je crois que j'ai pas connu pire. Oula! Avec elle, nous allons lever le voile sur les coulisses de deux mondes qui alimentent tous les fantasmes. Quand vous passez toute une nuit dans un avion, le lendemain matin, vous avez des ministres qui se réveillent, qui sont en pyjama, en survêtement, les cheveux hirsutes, et tout le monde fait la queue dans l'avion pour essayer de se faire un brin de toilette et après mettre chacun son uniforme. On est là tous les jours, on les sert tous les jours. On vit avec eux 24 heures sur 24. Vous rentrez dans leur intimité forcément puisque vous êtes à leur service. Ça peut être douloureux pour certaines personnes.